Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Éco-Agro. Cette émission explore toutes les problématiques liées à votre environnement et les pratiques innovantes qui favorisent une production agroalimentaire durable. Dans ce numéro, nous allons à la rencontre d'un ingénieur informaticien devenu entrepreneur agricole. Josué est un véritable amoureux de la terre. Il nous dévoile ses motivations, les difficultés rencontrées, mais aussi les défis à relever. Éco-Agro vous amène à la découverte de sa ferme intégrée Chamaka. Suivez. La ferme expérimentale intégrée Chamaka est située à l'entrée sud de N'Djamena, à Etena. Elle est implantée sur une superficie de 10 hectares. Ce projet est l'œuvre du Centre de recherche pour le développement et la formation CERDEF. La ferme expérimentale est sur, disons, 10 hectares. 10 hectares, je voudrais dire bien c'est la ferme expérimentale parce que nous avons voulu d'abord expérimenter tout ce qui est filière. Je voudrais parler de filière ici parce qu'on a la pisciculture, on a le maraîchage, on a l'arboriculture, on a également ce qu'on appelle le compostage et tout ça. C'est expérimental parce qu'on voudrait d'abord maîtriser l'expérience de toutes ces filières-là et vulgariser. C'est ce qui était déjà fait. 2011, pratiquement 12 ans d'existence où on a obtenu des résultats très positifs. Ce qui nous a permis actuellement de faire une extension. Parce que le centre en question, c'est un centre de développement durable et de formation. Ce qui fait qu'à travers notre expérience, on a déjà vulgarisé surtout la formation dans différentes provinces. En ce moment, on est en train de vulgariser. Mais le centre est en train de développer encore une grande structure de 50 hectares. Donc on va morceler sur les 50 hectares morcelés en filière pour passer à une production intensive. Et tout cela, on va ramener beaucoup plus. On met l'accent sur la jeunesse, formation de la jeunesse, qui vont intégrer le nouveau centre de 50 hectares. Donc voilà. Et après ça, nous allons passer à une production extensive. La ferme dénommée Chamaka est spécialisée dans les cultures maraîchères, le compostage et surtout la pisciculture. Le manque de financement de ce grand projet a stoppé les activités programmées. Les structures construites sur fonds propres sont en ruine. Moi, je suis de background informaticien. J'ai fait des explorations comme naturellement tout Tchadien ou tout Africain sort du monde rural. Et j'ai fait des explorations sur l'agriculture, sur le climat, sur tout ce qui est monde rural. Après mon service, 20 ans de service en informatique, je me suis orienté, forcé de m'orienter dans le domaine du développement rural. Ce qui a fait que par mes recherches, j'ai découvert que l'agriculture est la pièce maîtresse de la vie. L'homme peut exister si vraiment il pratique l'agriculture en général. Quand je parle de l'agriculture, ça compose beaucoup de choses. Je parle de l'agriculture, je parle de l'environnement, c'est-à-dire produire les arbres, planter les arbres, et tout ce qui est ressources. Je parle ici des ressources halieutiques comme l'aquaculture, et je parle également de la petite agriculture comme maraîchage. C'est par la recherche j'ai trouvé qu'il est très intéressant et important pour tout homme. Moi, je ne parle pas dans le cas spécifique tout homme, même si vous avez d'autres profils, c'est-à-dire journaliste, si vous êtes militaire, même si vous êtes fonctionnaire, il est important de revenir à la terre, parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Il y a quelques années, la ferme Chamaka était l'un des grands centres de production des alevins. Mais aujourd'hui, le promoteur revient sur les acquis de cette filière et les difficultés rencontrées. Quand on parle de la pisciculture, il faut forcément comprendre qu'il faut d'abord les étangs ou les bassins, ça dépend. Et c'est vrai, nous avons construit
des bassins hors sol. On a également des bassins de pêche qu'on a aménagés un peu plus bas, au bas-fond qu'on a aménagé les bassins de pêche. Mais en dehors des bassins de pêche, on a ce qu'on appelle des étangs construits hors sol. Les étangs hors sol, on a deux types d'étangs hors sol. Nous avons les étangs à levinage et on a les étangs de grossissement également. Donc, par période, quand on pêche dans les étangs de bas-fond, les étangs de pêche, nous sélectionnons les poissons marchands. On fait les tri poissons marchands qu'on vend automatiquement parce que dans les bassins de pêche, les poissons se reproduisent. Donc on a une technique de le faire, le triage. Donc on sélectionne, on prélève tout ce qui est marchand, on vend. Et puis les juvéniles et les éleveurs, nous on les scinde, on les ramène dans les bassins hors sol. Une fois les intégrés, maintenant on les nourrit. Ceux-là également, on les passe dans les bassins de croissance. Des poissons d'une manière naturelle. C'est la raison pour laquelle ils ont mis les jachères d'eau. Les jachères d'eau, ça permet, n'est-ce pas, de produire de l'oxygène le jour, n'est-ce pas, dans les temps. Il y a aussi des poissons qui se nourrissent également de ces racines. Mais en toute réalité, pour la production de la pisciculture, n'est-ce pas, commerciale, on ne peut pas encourager l'utilisation, n'est-ce pas, des agents d'eau dans les étangs ou dans toutes les structures de production de poissons. D'accord? Parce que là, il faut que toutes les conditions soient réunies de manière à ce que les poissons puissent vivre sans difficulté aucune et grandissent dans de bonnes conditions. Et les difficultés aussi sont là en question de nourriture. Parce qu'au départ, on utilisait les coppens. On achète ça au Cameroun. Les coppens, c'est des nourritures de formules flottantes. C'est des granulats flottantes. On commandait au Cameroun et ça nous revenait extrêmement cher. Puisqu'on connaît la formule, les proportions de composition qui est basée sur les produits locaux, par exemple les tourteaux, les sons de maïs, les sons de riz. Donc on est obligé de revenir sur une production artisanale, c'est-à-dire faire la composition en respectant les proportions de toutes ces matières premières, tourteaux, avaries de poissons, réduits en poudre, tout ça. On les recompose, mais on fait une proportion artisanale. Mais ça ne donne pas souvent le résultat attendu parce que souvent on n'a pas le séchoir au fait. Après la production, on n'arrive pas à sécher la provence pour qu'il devienne flottante parce que l'avantage des provanes flottantes, c'est que les poissons s'exercent à récupérer la nourriture à la surface de l'eau. Ça veut dire qu'il peut prendre tout ce qui est jeté comme nourriture avalée. Mais quand c'est coulant, une fois qu'on jette et ça coule là, le poisson il est obligé d'aller chercher et qu'elle fasse assez dessous dans l'eau. Là aussi, ça nous amène un peu à ne pas filtrer, par exemple, l'eau, quand les nourritures sont dissous, ça veut dire que le pH de l'eau est saturé et un bout de temps. C'est ça les difficultés, surtout en termes de nourriture de poissons. La question de l'eau se pose dans la ferme Chamaka car l'eau conditionne le bon développement des poissons et des plantes. Ce problème de manque d'eau accentué par les fortes chaleurs de ces derniers jours fait périr un nombre considérable des espèces. C'est un des rares centres de production des alevins. Compte tenu de notre expérience, on avait eu quand même des appuis des techniciens, des ministères de l'environnement, direction de pêche. On avait eu des difficultés au départ et après on a eu leurs appuis. Et surtout les services aquacoles du ministère qui nous a vraiment appuyé un peu dans la formation. Parce que nous, on n'était pas d'abord professionnels dans le domaine.
On a sollicité leur appui, c'est ce qui a été fait. Et depuis 6 ans, nous, on a maîtrisé effectivement la production et de 2 espèces de poissons qui sont les tilapia et les clarias. Donc le constat, il est réel. Comme vous le constatez dans les différents étangs, on dispose de presque 12 étangs morcelés où on a d'abord les étangs à levinage et après les étangs de grossissement. Donc voilà, à travers tous ces temps-là, on a gagné de l'expérience pour ça. Et ce qui fait que les producteurs autour de N'Djamena, surtout les Charib Bagrimi, ils s'approvisionnent à partir de notre centre en alevinage, disons les tilapia et les clarias. Et dernièrement, on a fait quand même une extension des ravitaillements jusqu'à Mao. On a eu cette technique de transport, conditionnement de transport. Alors là, en ce moment, on livre jusqu'à... Pour le moment, on livre jusqu'à Mao. Donc, il y a aussi des sollicitations un peu partout. Je crois Fada aussi, il y a des structures déjà qui veulent installer la pisciculture. On est capable aussi de livrer jusqu'à là-bas. Mais dans le sud Moundou, je crois à Moundou, on a déjà eu à travailler avec des promoteurs piscicoles sur place. On a eu à livrer des géniteurs qui en ce moment produisent normalement. Pour atténuer les conflits agriculteurs-éleveurs, le Centre de recherche pour le développement durable et de formation CERDEF a initié le projet Jardin-Forêt avec des partenaires Tree for the Future et Future Agrobusiness, la production de 10 millions de plants fruitiers et forestiers sur 5 ans. Certaines espèces telles que l'acacia sénégalais et l'acacia neolotica servent de haies vives pour protéger les champs. Dans les fermes ou dans les parcelles de production, ça fait qu'on évite beaucoup de conflits. Permettez-moi le terme, ça c'est le terme actuel, terme d'actualité, qui est conflit éleveur-agriculteur. Donc en utilisant les haies vives plantées autour du champ, c'est-à-dire clôturer le champ en haies vives, en séquence, ça empêche les animaux et même des personnes. Maintenant, la question de fixation des sols, nous avons fait une étude, on a trouvé que le Tchad détient vraiment des ressources en matière primaire qui sont les arbres. Je prends un exemple des vétivers. Les vétivers, c'est des arbres qui fixent normalement le sol. C'est-à-dire, quand vous êtes sur un terrain qui érode, par exemple, pour créer les fissures, on peut planter les vétivers. Elle envoie ses racines fixer le sol. Je voudrais dire même, on a testé cela un peu plus loin. On peut planter les vétivers sur l'avancée des déserts parce que c'est des herbes très robustes. Quand on les plante, on peut les planter au fait. Il est facile à planter, on peut les déterrer, les planter au bout de 6 mois, ils se fixent et ils fixent normalement le sol. Mais les vétivers, ils ont d'autres vertus. On ne les utilise pas simplement pour fixer le sol. Les vétivers ont des vertus très médicinales également. Et sans me tromper, les racines des vétivers rentrent dans la production de l'industrie de parfumerie. C'est ce que beaucoup de Tchadiens ignorent. Et voilà, donc sur cette question, je voudrais un peu mettre l'accent pour dire qu'il y a plein de choses, au fait, des végétales au Tchad que nous ignorons. Ce qui fait que le centre de CERDEF est en train de mener beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Nous avons par exemple les jatropha. On a plusieurs types de jatropha. On avait des jatropha rouges, les jatropha blancs. Ces jatropha-là également, c'est des plantes résistantes. Ils résistent contre les sécheresses. Quand on les plante, ils restaurent le sol et également ils fertilisent le sol, ces jatropha. Ça, c'est des expériences qu'on a déjà vécues. Et voilà. Donc, je voudrais revenir plus haut pour dire que la terre nourrit l'homme. Mais l'homme a le droit de protéger la terre. Ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, on fait face à un changement climatique qui menace tout le monde. Nous sommes en danger. Là, c'est un constat réel.
Depuis le mois, tout le monde crie chaleur, on meurt de chaleur, la température excessive. Pourquoi? Parce que nous devons lutter contre ces changements qui nous menacent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais dire quelque chose de très important. Je voudrais m'adresser d'abord au peuple tchadien, en particulier au peuple tchadien. On doit planter les arbres. On doit planter les arbres. Si on n'arrive pas à planter les arbres, nous sommes à la merci de la nature. Et sans dire que nous sommes déjà exposés à un danger qui nous guette de près. Donc on doit produire et planter les arbres. Raison pour laquelle le centre de recherche a initié un projet. Ce n'est pas gigantesque à mon avis, mais on doit produire 10 millions de plants. On doit produire 10 millions de plants au Tchad et planter, rebaser, les protéger. Parce que le désert avance à grands pas et le climat nous menace. C'est très important. Ça, c'est des choses que je voudrais revenir dessus. La terre, elle est comme une vache qui produit du lait. Tu dois la protéger. Si elle meurt, tu n'as plus de lait. Donc, la terre nourrit. Et l'homme a le droit de protéger la terre d'une autre manière, d'autre façon. Il doit protéger la terre. EcoAgro souhaite bonne chance aux promoteurs de la ferme Chamakwa. Nous avons voulu comprendre plus sur la pisciculture. EcoAgro est allé à la rencontre d'un expert en aquaculture. Suivez. Le secteur de la pêche, de l'aquaculture représente significativement, n'est-ce pas, une contribution effective, n'est-ce pas, à l'économie nationale. Les études ont prouvé en 2002 que le secteur de la pêche et de l'aquaculture ont contribué, n'est-ce pas, à 4,5% au produit intérieur brut, ce qui représentait en numéraire 45 milliards de francs CFA. Récemment, les études réalisées, n'est-ce pas, par le Tchad d'aujourd'hui ont relevé que la pêche et l'aquaculture contribuaient à 5%, n'est-ce pas, du produit intérieur brut, ce qui en numéraire correspondait à plus de 50 milliards de francs CFA. Donc la pêche et l'aquaculture contribuent significativement, n'est-ce pas, à l'économie locale et à l'économie nationale. Nous avons au Tchad deux systèmes de production de poissons. D'abord, nous avons les pêcheries et nous avons, n'est-ce pas, l'aquaculture et précisément la pisciculture. La production des pêcheries, comme vous venez de le citer, c'est à travers, n'est-ce pas, les cours d'eau. Et nous avons, n'est-ce pas, les cours d'eau, les principaux cours d'eau. Il faut savoir qu'il y a le fleuve Tchari, il y a le fleuve Logone, il y a les rivières temporaires, il y a les rivières l'autre la permanente. Et ensuite, on a également les plans d'eau, qui sont les lacs, les mares, ainsi de suite que les marigots. Donc ces deux systèmes de production, n'est-ce pas, produisent annuellement 100 000 tonnes de poissons frais. Et là, sur ces 100 000 tonnes de poissons frais, il faut savoir que 10% sont commercialisés frais, 15% séchés, 75%, n'est-ce pas, fumés. Et là, sur la production, n'est-ce pas, totale annuelle de poissons, il y a 30% qui sont exportés, n'est-ce pas, vers le marché de la sous-région, notamment le Cameroun, notamment, d'abord, premièrement, c'est le Nigeria, le grand consommateur, n'est-ce pas, de produits halieutiques tchadiens, ensuite le Cameroun et la RCA. Techniquement, nous avons divisé, n'est-ce pas, les pêcheries en 13 grandes pêcheries. Et quand on prend des pêcheries, il faut savoir qu'il y a des pêcheries d'importance capitale, il y a des pêcheries de seconde importance et il y a des pêcheries de troisième importance. Donc sur les 13 grandes pêcheries, nous avons d'abord les lacs Tchad, les lacs d'une manière générale. En premier lieu, le lac Tchad, qui produit 30%, n'est-ce pas, de la production moyenne annuelle de poissons frais. Ensuite, nous avons le lac Fitri qui vient en deuxième, le lac Boumkébir, et ensuite nous avons également les fleuves Logone et Chari, ainsi que les plaines d'inondation. Et de ces plans d'eau et de ces cours d'eau, nous avons également les cours d'eau et les plans d'eau secondaires qui produisent au maximum, n'est-ce pas, de poissons. Nous avons un déficit en production halieutique dans les pêcheries. Et compte tenu, n'est-ce pas, de la demande en matière de poissons pour la consommation nationale, c'est-à-dire les productions de pêcheries ne peuvent pas répondre vraiment à la demande de poissons. C'est-à-dire si on considère, n'est-ce pas, le taux de consommation de poissons par rapport à la norme de la FAO, c'est-à-dire le Tchad doit consommer 400 000 tonnes de poissons par an. Alors que nos pêcheries, nos systèmes de production piscicole maintenant produisent que 100 000 tonnes. D'accord? Donc c'est pour dire qu'il y a une différence énorme
300 000 tonnes qu'il faut, n'est-ce pas, produire chaque année pour la consommation, répondre aux besoins de la demande de poissons de la population tchadienne. Donc maintenant, s'il est question d'importer ces produits halieutiques, c'est-à-dire on va vraiment dépenser beaucoup d'argent. C'est un flux important monétaire vers l'extérieur pour faire importer les poissons pour la consommation, n'est-ce pas, de la population. Mais la solution la plus alternative, c'est de développer la pisciculture. Et la pisciculture qu'on doit encourager, c'est la pisciculture commerciale. La pisciculture commerciale, les études ont clairement démontré que c'est sur la pisciculture durable. Et donc, une pisciculture durable, c'est d'abord une pisciculture qui est écologiquement respectueuse de l'environnement, socialement acceptable et économiquement rentable. Et nous devons ajouter une quatrième caractéristique qui est la bonne gouvernance. Si ces conditions sont réunies, c'est-à-dire on peut booster le développement de l'aquaculture pour combler, n'est-ce pas, la différence de 300 000 tonnes. Donc, c'est pour dire que la pisciculture, c'est un sous-secteur porteur. Donc, pour développer cette pisciculture commerciale, il doit avoir l'implication, n'est-ce pas, de plusieurs partenaires. Là, il faut que les gens savent que la pisciculture, c'est d'abord un problème purement privé. L'État est là pour régulariser cela. C'est pourquoi, au niveau de la direction, au niveau de l'État, nous avons des textes, n'est-ce pas, qui régularisent l'exploitation, l'installation, n'est-ce pas, des établissements de la pisciculture à travers le pays. Mais maintenant, pour développer ça d'une manière durable, on doit respecter certains principes pour que la pisciculture puisse vraiment répondre, n'est-ce pas, à la demande en matière de poissons à la population tchadienne et en même temps contribuer, n'est-ce pas, contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des services, créer des emplois et créer aussi, n'est-ce pas, de l'économie forte pour les zones, n'est-ce pas, d'où la pisciculture est développée et aussi booster, n'est-ce pas, le développement économique, n'est-ce pas, du pays. Si on prend le sous-secteur de l'aquaculture, il y a 3 filières fondamentales qu'il faut développer. Comme l'agriculture, c'est d'abord la semence. En matière de la pisciculture, il faut les alevins. Ensuite, comme l'agriculture, quand on sème déjà, n'est-ce pas, et quand il y a déjà les semis-pousses, il faut, n'est-ce pas, des intrants, c'est-à-dire les engrais, précisément les engrais, pour améliorer, n'est-ce pas, la performance des plantes. Donc au niveau de la pisciculture, il faut une bonne alimentation de qualité. Et ensuite, il faut vraiment développer la filière de poissons marchands. Donc tout commence, n'est-ce pas, au niveau de la semence. Et effectivement, nous avons un problème de la disponibilité de semences de qualité génétiquement efficaces de poissons sur le marché national. Aujourd'hui, il est rare, n'est-ce pas, de trouver des fermes piscicoles spécialisées, n'est-ce pas, dans la production des alevins génétiquement efficaces. Maintenant, si un jeune veut se lancer, n'est-ce pas, dans la production, n'est-ce pas, des alevins génétiquement efficaces, il est question, n'est-ce pas, de disposer, n'est-ce pas, un terrain. Ensuite, il faut disposer des moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour la construction des infrastructures, pour l'acquisition des génitaires, pour le paiement, n'est-ce pas, de la main d'œuvre, ainsi de suite, tout ça. Mais force est de constater que pour la plupart, n'est-ce pas, des opérateurs privés ou des candidats qui veulent se lancer dans la production piscicole d'une manière générale, ils le font toujours par amateurisme. En ce sens qu'ils ne consultent pas, n'est-ce pas, la direction de la pêche ou un technicien avéré du domaine. Donc pour conseiller, n'est-ce pas, à tous les candidats ou à tous les producteurs piscicoles qui sont en train de faire cette activité, de prêter une attention particulière, n'est-ce pas, aux aspects techniques. Donc il doit faire recours, n'est-ce pas, aux techniciens spécialisés dans le domaine pour les aider, n'est-ce pas, à faire la production piscicole, que ce soit les alevins. Et ensuite, dans la mesure du possible, il faut qu'ils se fassent former. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons des opportunités d'avoir des formations de courte durée. Donc au Cameroun, que ce soit au Nigeria, au Bénin, ainsi de suite, tout ça, en RCA, ils peuvent se former pendant 3 mois ou 4 mois en technique, n'est-ce pas, de production des alevins, soit en technique de production des aliments de poissons, ou soit en technique, n'est-ce pas, de production, n'est-ce pas, des poissons marchands, ou soit en technique de prophylaxie des poissons. Donc la première chose,
c'est d'abord se concerter avec les techniciens spécialisés, n'est-ce pas, dans le domaine. Ensuite, voir quelles sont les opportunités de formation. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire quand au Tchad, avec expérience, quand on veut lancer une activité, le premier réflexe, les gens pensent qu'ils doivent eux-mêmes faire. Donc si tu veux le faire, il faut te faire former. Si tu ne peux pas te faire former, c'est-à-dire que tu vas droit à l'échec. Ou soit, tu fais recours à un technicien pour t'aider, n'est-ce pas, à réaliser ton projet. Et ensuite, il faut toujours avoir un objectif de production. Dès que tu n'as pas un objectif de production, c'est-à-dire tu ne pourras pas mettre en œuvre le projet comme il se le doit. Chers téléspectateurs, EcoAgro est une plateforme que Manara Radio Télévision vous offre. Contactez-nous pour faire part de vos projets, de vos activités dans la protection de l'environnement et dans l'agrobusiness. EcoAgro vous donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Au revoir.